Mesdames et messieurs, bienvenue dans le manga des archives de Val et aujourd'hui, pour clore la saison 3 de l'émission, je vais tenter de passer au niveau supérieur. Vous le savez depuis le temps, lorsque je veux aborder une œuvre dans les archives manga, je m'impose comme condition sine qua non qu'elle soit terminée, afin de pouvoir en faire à la fois une présentation basique et aussi une sorte de bilan qualitatif plus ou moins complet, histoire de contenter aussi bien ceux qui ne connaîtraient pas l'œuvre que ceux qui y sont déjà familiers. Le problème avec ce mode opératoire, c'est que parfois les séries peuvent être longues, très longues. Et j'ai beau estimer être un lecteur plutôt rapide, il y a un moment quand même où le temps nécessaire pour s'enfiler l'intégralité d'une série passe d'un nombre de jours à un nombre de semaines. Jusqu'à présent, les deux séries les plus longues que j'ai traitées dans les archives manga, si on exclut Naruto dont je n'avais volontairement abordé que la première partie, étaient Rave qui a longtemps tenu le titre avec ses 296 chapitres, et Shaman King qui lui est passé devant il y a peu grâce à ses 300 chapitres. Sauf qu'aujourd'hui, ce record va littéralement être pulvérisé. On va revenir sur ce que je considère comme étant le plus immersif des Neketsu de baston post-2000. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on ressort le dossier Kenichi, le disciple ultime. Shijo Saikyo no Deshi Kenichi, traduit littéralement en français par Kenichi, le disciple le plus fort de l'histoire, et en anglais par History's Strongest Disciple Kenichi, est un manga que nous devons à l'auteur Shun Matsuena. Si j'ai précisé la version anglaise du titre, c'est parce que ses initiales, HSDK, sont un sigle couramment utilisé pour désigner l'œuvre rapidement, et que je ne vais pas me gêner pour l'utiliser moi aussi dans cette vidéo. Publié entre le 9 août 2002 et le 17 septembre 2014 dans le WS Sunday, HSDK est une des œuvres les plus longues de la littérature shonen Neketsu de baston post-l'an 2000, puisqu'il comptabilise en 61 tomes le nombre faramineux de 583 chapitres. Donc autant dire que c'est un putain de morceau. D'ailleurs, contrairement à beaucoup de séries qui avaient d'abord été proposées en tant que one-shot pour voir si elles intéresseraient le public avant d'en faire des séries officielles, Shun Matsuena, lui, avait littéralement niqué le game en faisant ce que j'appellerais un série shot. En gros, avant que ne sorte le premier vrai chapitre de Kenichi le disciple ultime tel qu'on le connaît actuellement, Matsuena avait réussi à faire publier 28 chapitres d'une histoire que l'on pourrait maintenant qualifier de prototype à HSDK. Alors j'ai pas trouvé d'infos concernant les raisons de ce reboot, mais honnêtement, pour avoir feuilleté vite fait le prototype, je me dis heureusement qu'il a été rebooté, vu le rythme un peu trop rapide de l'histoire et certains chara-design surtout. Et enfin, concernant l'adaptation animée d'HSDK, elle se divise en deux parties, avec d'un côté une série de 50 épisodes standards produits par TMS Entertainment, et de l'autre un groupe de 11 OAV que nous devons eux au studio Brainspace. Est-ce que vous arrivez à réaliser la longueur de cette série? À titre de comparaison, et si on exclut les œuvres qui sont encore en cours de publication au jour de cette vidéo, Naruto et Bleach sont les deux seuls Neketsu de baston post-2000 à s'être terminés sur un nombre de chapitres plus important. Du coup, je vous cache pas que si on veut discuter du dossier Kenichi, il y a pas mal de matière à traiter. Il y en a tellement que la notion d'arc narratif n'est même pas suffisante pour délimiter les différentes parties du manga. On est obligé d'avoir recours à la notion de saga narrative. Mais avant d'aller plus loin, faisons un petit arrêt sur le synopsis de cette œuvre. L'histoire porte sur le personnage éponyme de Kenichi Shirahama, un lycéen lambda qui malheureusement pour lui a la réputation d'être lâche, faible et assez compatible avec le rôle de punching ball humain. Traîné plus bas que terre par entre autres les membres du club de karaté de son lycée dont il fait lui-même partie, et je vous cache pas qu'après 16 ans de victimisation il commence à en avoir légèrement ras la casquette, il rencontre un jour une nouvelle élève, Miyu Furinji, et découvre rapidement qu'elle n'est pas juste la simple jolie jeune fille qu'elle semble être au premier regard, mais bien une combattante aguerrie. Et c'est ainsi que, via une série de circonstances qui suivront cette rencontre, Miyu fera entrer Kenichi dans l'univers des arts martiaux. D'abord par elle seule en l'aidant à vaincre l'un des élèves qui le martyrisait au club de karaté, puis en l'invitant au dojo Ryozanpaku pour rencontrer plusieurs maîtres en arts martiaux dont il suivra les enseignements afin de découvrir ce que signifie être fort. Sauf que plus il deviendra fort, plus il attirera l'attention de puissants adversaires allant de petits délinquants prétentieux à de véritables organisations criminelles, ce qui l'amènera à prendre part à une lutte acharnée pour protéger ceux auxquels il tient et dans une moindre mesure, le monde entier. Au vu de sa longueur, comme je vous l'ai dit plus tôt, l'ensemble du scénario de HSDK a au fil du temps été délimité en plusieurs sagas narratives. Officiellement, elles sont au nombre de 2. La saga Ragnarok, qui couvre l'histoire du chapitre 1 au chapitre 143 et correspond également aux 50 épisodes standards de l'anime ainsi qu'à l'entièreté du scénario de la série prototype avant le reboot de l'univers. Et la saga Yami/Yomi, qui désigne le reste de l'histoire allant du chapitre 144 au chapitre 583. Sauf que pour vous dire la vérité, j'ai un peu de mal à me contenter de cette délimitation de l'histoire en deux parties seulement, surtout quand l'une des deux fait plus de 3 fois la taille de l'autre. Du coup, j'en suis venu à personnellement considérer la saga Yami/Yomi plus comme une super saga narrative, que j'ai alors délimité comme suit en 3 sagas de taille plus raisonnable. D'abord la saga du tournoi des disciples entre les chapitres 144 et 266, dont la première moitié est d'ailleurs le sujet des 11 OAV de Brainspace, puis ensuite la saga Yomi in School poursuit le scénario du chapitre 267 au chapitre 408, et enfin la saga du crépuscule éternel conclut l'histoire en allant du chapitre 409 jusqu'au dernier, le 583. Du coup, vu la légère complexité de cette organisation du récit, je vous propose de faire une sorte de rétrospective en parlant de chaque saga l'une après l'autre, et de voir ce qu'elles apportent respectivement de bien et ou de mauvais à l'histoire de Kenichi le disciple ultime.
On va donc commencer par la saga dite Ragnarok et je vais annoncer les bails tout de suite. Cette saga est géniale. Elle sert d'introduction à l'univers du manga, forcément vu que c'est elle qui démarre le récit, et putain qu'est-ce qu'elle le fait bien. Déjà concernant le thème utilisé, HSD4 on a un neketsu de baston sur le thème des arts martiaux mais sans être un manga de sport parce qu'on n'y retrouve pas les codes de ce genre là, on va forcément vouloir le comparer à cet autre manga du même style et devenu culte aujourd'hui, j'ai nommé Dragon Ball. Sauf que là où Dragon Ball donne aux arts martiaux un aspect pour le moins fantastique, avec lévitation et autres rayons d'énergie par exemple, et utilise le terme juste pour désigner des combats à main nue dans des styles indéfinis voire imaginaires, HSDK lui aborde le sujet selon un angle un peu plus réaliste. C'est-à-dire que dans HSDK, il n'est pas question de style purement inventé, du style l'école de la tortue ou l'école de la grue. Ici, on parle d'arts martiaux existant dans notre monde réel. Parmi les 6 maîtres dont Kenichi va suivre l'entraînement, on retrouve un maître de Jujitsu, un maître de karaté, un maître de Kenpo chinois et un maître de Muay Thai. Bon, il y a aussi une prodige du maniement des armes et un maître de on sait pas vraiment quoi mais beaucoup de trucs, mais c'est surtout auprès des 4 premiers que Kenichi va apprendre le gros de ses techniques. Du coup, j'imagine bien d'où est venue la popularité de Kenichi dans un premier temps, sans parler de scénario ou de messages particuliers véhiculés par l'œuvre sur lesquels je vais revenir plus tard. Là, on est face à un manga qui rappelle Dragon Ball et qui en plus se passe dans le monde réel. Mais pour n'importe quel fan de neketsu de baston, ce genre de cocktail c'est tout simplement merveilleux. Bon, il sera toujours triste que le Kamehameha soit impossible à faire, certes, mais en revanche, il aura la hype de se dire que le combo ultime, lui, est réalisable en vrai. Surtout que les arts martiaux présentés ne se limitent pas aux 4 que j'ai mentionnés plus tôt. On a aussi droit à de la boxe, à du taekwondo, à du sumo, putain le truc absolument improbable, et à bien d'autres encore. Bref, une grande variété de styles de combat vachement cool et qui rend donc l'histoire et les scènes d'action tout aussi cool à lire et à admirer. Bon, ça c'était la surface de la saga Ragnarok, sa silhouette si vous préférez. Mais en ce qui concerne son fond et sa forme, à quoi avons-nous affaire ? Cette saga est la première des 4 parties du manga, donc pas la peine de réfléchir 10 ans pour comprendre qu'elle va surtout avoir pour mission de présenter à la fois les personnages, principaux comme secondaires majeurs, et la ligne directrice du scénario. Et à ce compte-là, si je compare l'introduction d'HSDK à celle d'autres neketsu de baston, j'ai envie de l'applaudir non pas à une, mais à 2 reprises. Oui messieurs dames, je l'applaudis une première fois par rapport à son côté immersif qui de mon point de vue est le meilleur parmi ceux de tous les neketsu de baston que j'ai lus jusqu'à présent. Parce que si dans une histoire le but d'un protagoniste est qu'on s'identifie à lui, notamment parce qu'on suit les événements depuis son point de vue, eh bien désolé de le dire, mais Kenichi fout une branlée monstre à Luffy, Naruto et toute la clique des autres héros de neketsu de baston. Et pourquoi ça ? Parce que contrairement à tous ses collègues protagonistes, Kenichi démarre son manga avec l'étiquette du lycéen ordinaire. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est singulier quand on parle de neketsu de baston. Quand on regarde les autres héros de neketsu, force est de constater que majoritairement, ils ont tous soit une backstory qui les rend particuliers, soit un talent grâce auquel ils arrivent à sortir de l'eau dès le départ, soit carrément les deux en même temps. Kenichi, lui, n'a ni l'un ni l'autre. La maltraitance scolaire qu'il a vécue n'a pas été assez hardcore pour provoquer chez lui un traumatisme particulier, et c'est pas non plus comme s'il avait un quelconque secret à garder pour lequel il devrait accepter de se faire martyriser. Le gars a 0 background pertinent et 0 connaissance réelle ou talent en arts martiaux avant le début de son histoire, et c'est pas faute que ses maîtres le lui rappellent constamment. Limite on mettrait un des lecteurs du manga à sa place qu'on aurait grosso modo le même récit. Moi je pourrais remplacer Kenichi dans ce manga. Le mec démarre une histoire sur les arts martiaux en étant gaulé comme ça, je vois pas comment je pourrais pas être à sa place. Même Izuku de My Hero Academia démarre son histoire avec plus d'avance que Kenichi, parce que même s'il n'a jamais eu aucun pouvoir avant de recevoir le One for All sur un coup de scénario, il a quand même vécu toute son enfance dans un monde de super-humains, un monde qu'il a observé avec quasi fanatisme. D'où son implication et son adaptation assez rapide aux événements super-héroïques qui sont alors apparus dans sa vie, contrairement à Kenichi qui a plus d'une fois flippé sa race devant ce qui lui arrivait, mais on en reparlera plus tard de ça. Tout ça pour dire qu'il est très facile pour le lecteur lambda de s'identifier à Kenichi en ce début d'histoire. Après cependant, je reconnais que ce procédé a une faille, on peut pas vraiment dire que Kenichi démarre son manga en nous vendant du rêve. Au grand maximum, on se dit que ça va raconter comment un gringalet va apprendre à s'affirmer, à ne plus se laisser emmerder par tout le monde. Bon, c'est un très beau message certes, mais on voit mal comment un truc aussi simple peut tenir sur 143 chapitres et encore moins une 60aine de tomes. Éventuellement, on peut comparer cette première impression à celle que nous donne le manga Hippo qui démarre à peu près sur les mêmes bases, sauf que Hippo est un manga de sport, donc on sait à l'avance qu'en plus d'un message d'émancipation, il va nous faire découvrir le monde de la boxe dans le détail, avec son côté professionnel et notamment le cadre des compétitions. Or, HSDK ne contient pas un tel plan de secours auquel recourir une fois son message passé, parce que les arts martiaux, même s'ils sont extrêmement bien représentés, n'y sont utilisés que comme un moyen et non une fin, contrairement à la boxe de Hippo. Et c'est précisément là qu'arrive ma deuxième raison d'applaudir la saga Ragnarok d'HSDK, parce que justement ça ne se limite pas à de l'émancipation et à du gain de confiance en soi. Qui dit neketsu de baston dit baston, logiquement. Quand on lit une œuvre comme ça, on s'attend à avoir du fight, c'est tout le principe du truc.
Sauf que ça se fait pas n'importe comment non plus. Si l'auteur veut faire ça bien, il doit établir pour son personnage une courbe de difficulté, c'est-à-dire commencer avec des adversaires faibles, puis rendre les suivants de plus en plus puissants au fur et à mesure. Si je reprends l'exemple de Dragon Ball, qui est considéré par beaucoup comme étant une bible littéralement des neketsu de baston modernes, Goku n'a pas dès le départ été capable de maraver Freezer. Avant ça, il est passé par l'entraînement de Tortue Géniale, la guerre contre l'armée du ruban rouge, le combat contre Tenshinhan, les deux versions de Piccolo. Il a été obligé de se sacrifier pour mettre Raditz à terre. Raditz quoi! Genre le plus faible des 3 Saiyans antagonistes du début de Dragon Ball Z. Alors quand après ça, son dernier grand adversaire c'est un fantôme shiny de Mario capable de détruire une planète, tu te dis heureusement que Babidi a mis très longtemps avant de le libérer. Quelle chance pour l'histoire, putain! Bref, vous savez tous ce qu'est une courbe de difficulté, mais quel rapport avec HSDK, me demanderez-vous? Eh bien là où j'applaudis ce manga pour la deuxième fois, c'est que contrairement aux autres, la courbe de difficulté d'HSDK n'est pas une notion extra-diégétique simplement utile au maintien de l'intérêt pour l'œuvre. Elle est directement incluse dans le scénario, et l'apparition d'adversaires de plus en plus puissants tient plus de la logique que du hasard. Kenichi commence un entraînement d'arts martiaux et arrive à battre pour la première fois une brute qui le martyrisait. Ça aurait pu s'arrêter là en mode one shot, c'est bon, le message d'émancipation là il est passé. Sauf que cet événement va déclencher un véritable effet domino dans la vie de Kenichi, dont celui-ci se serait bien passé. Ayant battu la brute, Kenichi attire l'attention du chef du club de karaté, lequel se demande comment est-ce qu'un gringalet aussi baraqué que n'importe quel youtubeur manga s'est débrouillé pour étaler un mastodonte qui faisait 2 fois sa taille et sa largeur. Du coup, il décide à son tour de s'attaquer à Kenichi pour finalement se faire battre lui aussi. Et ça déclenche alors l'entrée en scène de Ragnarok, un gang de délinquants notoires dont Tsukuba faisait partie et occupait une place certes peu élevée mais tout de même reconnue. Et ça, c'est le cœur du scénario de la saga Ragnarok. Le gang éponyme n'acceptant pas qu'un mec venu d'Onsezu commence à remettre en cause sa suprématie, de plus en plus de ses membres désigneront Kenichi comme un homme à abattre. Alors ça commencera doucement avec au départ des lieutenants et autres chefs de branches annexes, mais petit à petit la renommée de Kenichi finira par remonter jusqu'à chaque membre de l'ensemble du groupe dirigeant l'ensemble de Ragnarok, le Hachikengo. Ou la Ligue des 8 points si vous préférez la version française. D'ailleurs à ce propos... Bref, tout ça pour dire que la courbe de difficulté que suit, ou plutôt subit Kenichi, est une suite logique d'événements. Il y a une évidente relation de cause à effet entre Ragnarok veut éliminer Kenichi, et si un tel n'est pas assez fort pour le battre, eh ben il faut envoyer quelqu'un de plus fort pour s'en occuper. C'est aussi simple que ça. Ces deux facettes de la saga Ragnarok, à savoir le motif du protagoniste lambda et la courbe de difficulté faisant partie intégrante du scénario, prouvent pour moi que HSDK se sépare de sa première partie de l'étiquette du neketsu de baston de base. Tout comme à leur début, One Piece était une ode à l'aventure et à la poursuite des rêves, Naruto eut un hymne sur la recherche du respect des gens et Bleach un message sur la solidarité entre amis, je suppose, Kenichi le disciple ultime démarre en soutenant que littéralement n'importe qui peut s'affirmer et se défendre face à des problèmes de plus en plus grands, et ce même s'ils s'enchaînent, à condition de ne jamais abandonner ce qui vous permet de les affronter. Du coup, si jamais vous ne connaissiez pas HSDK ou que vous pensiez que c'était un énième neketsu de baston comme les autres, j'espère que ces deux détails de la saga d'introduction vous auront fait envisager le contraire du fait de leur originalité. En plus, je rajouterai que ce ne sont là que 2 paramètres parmi tant d'autres qui pourraient éveiller votre intérêt. Par exemple, je n'ai parlé d'aucun autre personnage que Kenichi, à part vous donner le nom de ses maîtres, alors que la moitié des rôles importants de l'histoire sont introduits et plutôt bien développés dès cette première saga. Si on s'intéresse aux futurs anciens membres de Ragnarok, on se rend compte que la plupart d'entre eux ne sont au final pas si méchants que ça. Enfin, pas si méchants dans le sens où ils ne sont pas délinquants juste pour le kiff d'être délinquants. Takeda, le premier vrai adversaire de Kenichi, avait rejoint Ragnarok uniquement par dégoût des concepts d'amitié et de loyauté, parce que l'un de ses anciens camarades de boxe l'avait laissé tomber après que Takeda se soit fait casser le bras lors d'une altercation où il était venu aider le camarade en question. Kisara, la Valkyrie des 8 points de Ragnarok, voulait prouver qu'une femme peut très bien être plus forte qu'un homme, car elle n'avait pas supporté qu'un gars qu'elle avait battu lors d'un match officiel de taekwondo essaye de garder la face en disant qu'il avait fait exprès de la laisser gagner parce que c'était une fille. Siegfried et Thor sont certainement les membres les plus innocents de tout Ragnarok, puisque l'un se bat uniquement parce qu'il y trouve de l'inspiration musicale, tandis que l'autre veut promouvoir le combat de sumo et prouver que cet art martial est tout aussi puissant et sérieux que n'importe quel autre art plus répandu. Après, il y en a 2-3 comme Berserker, Loki et Freya qui font un peu de tâche sur le tableau, faut être honnête. Entre celui qui se bat juste parce qu'il se fait yesh dans la vie, celui dont le seul trait de caractère est de se croire trop intelligent stratégiste, t'as vu, et celle dont on ne sait même pas pourquoi elle a rejoint un gang de racailles. Ok, on pourrait se dire que certains persos ont été recherchés alors que d'autres sont juste là pour boucher des trous.
Ce à quoi je répondrai qu'il vaut mieux attendre de voir s'ils sont développés plus tard dans la série. Après tout, je rappelle que la saga Ragnarok ne représente qu'un quart de l'intrigue totale du manga. Et que dire des maîtres de Kenichi, franchement, les professeurs d'arts martiaux les plus excentriques, tout manga confondu. Des putains d'inadaptés sociaux tellement what the fuck dans leur manière d'enseigner que des fois on se demande s'ils veulent vraiment rendre Kenichi plus fort ou s'ils veulent littéralement le tuer. Non, parce que entre des appareils qui ressemblent à des machines de torture, des sparring où la notion de retenue n'existe pas, et des exercices tellement horribles qu'à côté le mot spartiate sera synonyme de vacances, tu m'étonnes que l'un des running gags du manga soit de voir Kenichi en train d'essayer de s'enfuir du dojo comme si la mort lui courait au cul. Mais concernant les maîtres de Kenichi, justement, je vais pas m'attarder sur eux maintenant. Leur rôle dans la saga Ragnarok se limite à celui de mentor et leur vrai développement propre arrive dans les sagas qui suivent, donc autant garder un peu de surprise pour ceux qui découvriront HSDK après cette vidéo. D'ailleurs, je vais également appliquer cette décision au personnage de Mew, étant donné qu'à part deux petits flashbacks nous racontant que sa jeunesse était tout le contraire de celle de Kenichi, c'est-à-dire tout sauf normal, elle ne commence à être vraiment développée qu'à partir de la deuxième saga. Deuxième saga qui sera le sujet d'une prochaine vidéo malheureusement. À la base j'avais prévu de traiter la série en une seule fois, mais finalement quelque chose me dit que si je m'étais tenu à ce projet, la vidéo aurait mis trop de temps avant d'arriver et déjà que mon rythme n'est pas le plus rapide qui soit, j'aime pas trop l'idée de le rallonger encore plus. Du coup c'est ici que se termine cette première partie de l'archive manga numéro 23 dédiée à Kenichi le disciple ultime et dont le sujet était la saga Ragnarok. Petit résumé de mon avis sur cette première saga au final, je la considère comme une très bonne introduction à l'histoire d'HSDK, tant elle y permet une immersion facile et offre un début de scénario à la fois sobre, intéressant et faisant partie des mieux pensés que je connaisse. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en y laissant un j'aime, un commentaire, en la partageant des fois que vous vouliez me faire découvrir à d'autres personnes, lesquelles peuvent tout à fait s'abonner à la chaîne si elles jugent mon travail digne d'être suivi. Concernant les commentaires, dites-moi aussi si vous connaissiez ou non Kenichi le disciple ultime avant de voir cette vidéo, et si vous trouvez que j'en ai bien parlé ou que je vous ai donné envie d'aller jeter un coup d'œil. Je terminerai en vous proposant de cliquer ici pour aller voir l'archive manga précédente, et dès qu'elle sortira, vous pourrez trouver au même endroit la suite de cette vidéo sur Kenichi le disciple ultime. En espérant que vous serez toujours aussi nombreux si ce n'est plus, mesdames et messieurs, je me permets de vous dire à toutes et à tous, à la prochaine!